Bienvenue à notre 25e leçon du cours d'algèbre linéaire. Notre 25e leçon est notre dernière leçon du cours d'algèbre linéaire. Il est intitulé Angle. Angle. Le sommaire. Premier paragraphe, addition de deux angles. Dans ce paragraphe, on va définir l'addition de deux angles et les propriétés que vérifie cette addition. On va voir que l'addition de deux angles est une addition qui vérifie les propriétés habituelles de l'addition. Cosinus et sinus. On va définir qu'est-ce que c'est le cosinus et le sinus d'un angle et on va donner les définitions qui en découlent. On verra qu'on va retrouver toutes les formules de trigonométrie que vous connaissez d'habitude et qu'on peut les retrouver toutes de manière très simple. Pour ce paragraphe, cosinus et produit scalaire, on verra quelle est la relation qu'il y a entre le produit scalaire et le cosinus et la relation qui les lie. On donnera une interprétation géométrique, si vous voulez, du produit scalaire. Dans ce paragraphe, on fera de même pour le sinus et le déterminant. On verra une relation qui existe entre le déterminant de deux vecteurs et le sinus de leur angle. Donc, addition de deux angles. Alors, tout d'abord, dans ce paragraphe, on va définir tout d'abord qu'est-ce que c'est l'addition de deux angles. Alors, voilà, définition. Si θ et θ' sont respectivement les angles des rotations R et R', vous savez qu'un angle est défini à partir d'une rotation. À une rotation, on lui associe un angle. Et à un angle, on lui associe une rotation. Donc, c'est quelque chose qui sont en bijection. Alors, on se donne θ et θ' respectivement les angles de rotation R et R', et on dira que l'angle θ plus θ' est justement l'angle de la rotation R' rang R. Donc, vous voyez ici que la somme des angles θ plus θ' n'est autre que l'angle de la rotation R' rang R. Alors pourquoi cette définition a un sens? Parce que justement, quand vous considérez R et R' deux rotations vectorielles, alors leur composé est encore une rotation vectorielle. Ce qui signifie que vous pouvez parler de l'angle de la rotation R' rang R. Donc, l'angle de la rotation, si vous voulez, l'angle de la rotation R' rang R, c'est ce que je note, c'est l'angle θ plus θ'. Donc, c'est exactement l'angle de cette rotation-là qui est R' rang R. Bien. Alors, un exemple d'angle. Alors, l'identité de R2 est une rotation, vous le savez. Hein? Donc, son angle, on va la noter 0 chapeau. Et on va l'appeler l'angle nul. Et pourquoi l'angle nul? Parce que justement, il vérifie la propriété dite de l'élément nul, c'est-à-dire θ plus 0 égale à 0 plus θ égale à 0. Et justement, pourquoi? Parce que quand vous prenez l'identité rang R, c'est toujours R rang l'identité égale à R, quel que soit R. Autrement dit, vous avez l'égalité θ plus 0 égale à 0 plus θ égale à θ, quel que soit R. Remarquez ici que l'élément 0 va jouer le rôle d'élément neutre pour l'addition des angles, c'est-à-dire l'angle nul, on l'appelle comme ça. Donc récapitulons en disant que l'angle nul, c'est l'angle de la rotation qui est l'identité. Donc l'angle de l'identité, c'est ce qu'on appelle l'angle nul. Bien. Alors aussi, on définit l'angle plat. L'angle plat, c'est par définition l'angle de identité de R2, de moins identité de R2. Alors, moins identité de R2, vous savez que c'est une rotation vectorielle. Et son angle, c'est un certain angle qu'on appelle l'angle plat et qui est noté oméga. Remarquez que oméga plus oméga égale à 0. Pourquoi? Parce que justement, moins l'identité rend moins l'identité est égal à l'identité. Donc, oméga plus oméga égale à l'angle de l'identité qui est 0. Et vous remarquez ici que cet angle-là, c'est un angle qui vérifie, ajouté à lui-même, donne 0. Donc vous voyez bien que notre addition n'est pas comme les additions des réels. Parce qu'en aucun cas, un réel, s'il était nul, vous lui ajoutez lui-même, vous trouvez 0. Hein. C'est seul 0 qui vérifie cette propriété. Donc on va remarquer là que l'addition des angles, ce n'est pas quelque chose comme l'addition des réels ou l'addition des entiers relatifs. Hein. Donc il y a quand même une petite nuance. C'est-à-dire que vous ajoutez l'angle plat à lui-même, vous trouvez 0. Et
quand on fait ça, l'addition des réels, seul 0 peut vérifier la propriété, c'est que 0 ajouté à lui-même donne 0. Sinon, les autres, vous prenez moins 3 plus moins 3, c'est moins 6, c'est jamais 0. Donc, vous remarquez ici quand même qu'il y a une propriété pour l'addition qui est un peu spéciale. C'est l'addition des angles, elle permet quand même d'avoir un angle additionnel à lui-même égal 0, sans que cet angle même soit nul lui-même. C'est parce que oméga n'est pas l'angle de l'identité, c'est l'angle de moins l'identité. Donc, vous voyez bien là que l'addition des angles, quand même, c'est une addition qui vérifie des propriétés assez spéciales. Alors, aussi, si θ est l'angle de R et θ' est l'angle de R-1, alors pourquoi on peut parler de R-1? Parce que vous savez que si R est une rotation vectorielle, alors R-1 est encore une rotation vectorielle. Donc, ce qui donne que si vous avez R de rotation d'angle θ et R' d'angle θ', alors vous avez θ plus θ' aura pour angle, c'est justement l'angle de R moins 1 ici. R rend R moins 1, c'est-à-dire c'est l'angle de la rotation identité de R2, c'est-à-dire finalement l'angle nul. Donc vous voyez bien que quand vous prenez un angle θ, lui ajoutez l'angle θ' qui est l'angle de R-1, si R est la rotation associée à l'angle θ, alors vous avez θ plus θ' égale à 0. De même, vous avez θ' plus θ égale à 0. Donc vous voyez bien que cet angle θ', c'est ce qu'on peut appeler l'opposé de l'angle θ. Hein? Donc c'est l'angle de R-1 où R est la rotation d'angle θ. Donc vous voyez encore qu'on peut définir qu'est-ce que c'est que l'opposé d'un angle θ. Il suffit de prendre un angle θ, de prendre la rotation qui lui est associée, la rotation R, de prendre R-1 qui est encore une rotation et de considérer l'angle de cette rotation R-1, ça va vous donner un angle θ' qui va vérifier θ plus θ' égale θ' plus θ égale à 0. Donc finalement, on peut poser que moins θ égale à θ', c'est-à-dire l'angle de R-1. Alors, un autre exemple particulier d'angle, c'est l'angle droit. Alors, remarquez ici, on met S à angle et S à droit. Ça veut dire qu'il y en a au moins deux. Alors, comment? Soit R une rotation telle que R rend R égale à moins l'identité. R en R, c'est évident, donc égale à moins l'identité. Autrement dit, je considère une rotation R telle que R au carré égale moins l'identité. Alors, un angle de R est appelé angle droit. Alors, c'est quoi un angle droit? Un angle droit est l'angle d'une rotation R qui vérifie R en R égale moins l'identité. Alors, si vous faites les cas, vous avez trouvé qu'il existe deux angles droits, delta qui est associé à la matrice grand A, 0, 1, moins 1, 0. Vous remarquez que si vous prenez 0, 1, moins 1, 0, vous la multipliez par 0, 1, moins 1, 0, alors ça fait moins 1, 0, 0, moins 1, donc c'est moins l'identité. Donc on a bien R rend R égale moins l'identité. Donc cette matrice-là, il vérifie A carré égale moins l'identité de R2. Et donc c'est quelque chose qui définit deux angles droits parce qu'on a la matrice A, bien sûr, et on a la matrice moins A. Moins A vérifie aussi moins A au carré égale A au carré égale moins identité de R2. Donc vous remarquez que les angles droits, on en a deux. Et bien sûr, vous savez tous on a toujours deux angles droits. On a celui-là, par exemple, on a l'angle, ça c'est un angle droit, et puis on a aussi l'autre angle droit, c'est-à-dire on a soit 2π, comme on dit, soit π sur 2, soit ce qui reste quand on retranche de 2π. Donc voilà
on a deux angles droits. Le premier, c'est l'angle de la rotation défini par sa matrice grand A égale à 0, 1, moins 1, 0. Et l'autre, c'est moins A. Donc vous voyez bien que la définition de l'angle qu'on a donné est une définition qui cadre bien avec la définition qu'on a, la définition intuitive, quand on a des angles, pi sur 2, pi, 2 pi, tout ça. Hein. Vous savez que les angles, c'est toujours modulo 2 pi. C'est pour ça que l'angle plat vérifie oméga plus oméga égale à 0. Parce que 0, c'est à chaque fois qu'on fait le tour, on tombe sur 0. C'est ça, la chose se fait modulo 2 pi, comme on dit. Donc vous voyez que la définition là qu'on a donnée aux angles, c'est une définition qui tombe très bien. Mais alors pourquoi cette définition a été donnée comme ça? Justement pour rendre les choses sur des bases logiques. Donc la définition là qu'on donne des angles, c'est une définition très logique et très formelle. Donc on pourra l'utiliser beaucoup et avec simplicité, sans trop d'ambiguïté. C'est ça l'intérêt justement quand on pose les définitions en mathématiques, quand on pose les définitions formelles. Alors, propriété, c'est que, une des propriétés que je peux citer, c'est que si U et U' sont unitaires, alors U et U' seront orthogonaux si seulement si U et U' est droit. Et bien sûr, pourquoi? Parce que dans ce cas-là, si U et U' est droit, ça veut dire que le produit scalaire de U et de U' est égal à 0. Et c'est une propriété qui découle justement de la définition qu'on se donne de l'angle de deux vecteurs U et U', c'est-à-dire de la rotation qui associe, qui transforme U en U'. Hein. Remarquez que pour définir U et U', je vous rappelle, qu'est-ce qu'on fait? On considère R tel que R de U. Alors R de U égale U'. À cette rotation R, je lui ai associé un certain angle, θ, et qui est justement l'angle U'. Et évidemment, on a cette propriété, c'est que les deux vecteurs unitaires seront orthogonaux si seulement si l'angle U' est droit. Et là, vous voyez un peu ce qu'on schématise toujours quand on fait des dessins, quand on prend deux vecteurs U et U' unitaires. Quand on veut les schématiser comme étant des vecteurs orthogonaux, on les dessine comme ça. Et souvent, on fait un signe comme ça pour dire qu'ils sont orthogonaux. C'est ça ce que signifie cette propriété-là. L'idée de faire ce dessin vient justement de cette propriété-là. Alors, relation de Charles. La relation de Charles, comme son nom l'indique, c'est toujours une relation qui dit angle UV plus angle VW, c'est l'angle UW. C'est-à-dire avec V ici en deuxième position et là V en première position, ça permet de dire que c'est l'angle UW. Et là, c'est une relation qui se montre facilement en revenant à la définition de l'angle entre deux vecteurs U et V unitaires et de l'addition des angles qu'on vient de définir. Bon. Donc vous pouvez très bien montrer cette relation en appliquant les deux choses. La définition d'un angle entre deux vecteurs unitaires et la définition de l'addition de deux angles qu'on vient de faire. Je vous rappelle aussi que ce chapitre, que cette leçon et la leçon précédente vont ensemble. Hein. Cette 25e leçon est une suite de la 24e leçon, mais d'une manière vraiment directe. Alors, pour ce paragraphe, on va parler du cosinus et du sinus. On va définir qu'est-ce que c'est que le cosinus et le sinus d'une rotation ou d'un angle. Alors, tout d'abord, soit R une rotation d'angle θ. Et je mets R entre parenthèses pour dire la matrice de cette rotation R par rapport à une base IJ orthonormée. On avait vu que les réels AB ne dépendent que de R et non de la base orthonormée directe IJ. Alors là, bien sûr, je choisis la base IJ, la base canonique si vous voulez, comme la base de départ.
Et je considère que les bases directes sont par rapport à cette base-là. Et je considère aussi la matrice de R par rapport à cette base, qui est directe par excellence, c'est la base canonique, que je considère, c'est elle qui donne le sens direct ou indirect. Donc je dis voilà, les bases directes sont les bases directes par rapport à la base canonique, et je considère la matrice de R par rapport à la base canonique. Donc cette matrice sera la même, d'après ce qu'on sait, par rapport à toute autre base directe, par rapport justement toujours à la base canonique. Et donc cette base-là, comme je l'ai dit dans la leçon dernière, c'est que les constantes A et B ne dépendent que de R et non de la base orthonormée directe choisie, c'est-à-dire ici. Alors, justement, ceci va nous permettre de définir le réel A, on va le définir, et le cosinus de la rotation R. Voilà, on définit maintenant le cosinus, quelque chose que vous connaissez peut-être d'une autre manière, mais pour nous, on le définit de la manière formelle. On dira, voilà, le cosinus de R ou de son angle θ, c'est exactement ce petit a. Hein? De même, on le notera d'ailleurs, A égale à cosinus θ, ou encore que A égale à cosinus R. Et vous remarquez que cette définition-là, pour l'instant, bon, ce n'est qu'une simple définition, mais on va voir qu'elle s'accorde bien avec les propriétés du cosinus et du sinus qu'on sait déjà. Enfin, vous voyez bien à quoi on veut arriver avec ces notions de cosinus et de sinus. Donc, tout d'abord, le réel A est le cosinus de la rotation R, ou encore le cosinus de l'angle θ, et on le note A égale cosinus de R. Bon, on note aussi A égale cosinus θ, parce que R et θ, c'est quelque chose, l'un est en bénédiction avec l'autre. Hein. Une rotation entièrement déterminée par son angle, et un angle détermine entièrement une rotation. La seule chose, c'est qu'il faut bien se fixer le sens direct des bases. Bon, ici, en général, on prend la base canonique de R2 comme étant la base directe, puis c'est tout. Alors, autre chose, c'est que comment peut-on interpréter géométriquement cette chose-là de cosinus, c'est que si c'est la projection de M qui a pour composante AB sur l'axe DOI, c'est-à-dire l'axe des X finalement, alors OC égale le vecteur OC égale à AI égale justement à cosinus θI. Donc vous voyez bien que quand on se situe par exemple dans un repère orthonormé, ben, vous avez M qui a ici la composante A et ici la composante B, ben, ce A-là, c'est exactement quand vous avez votre θ ici, A, c'est exactement le cosinus. Vous avez A, le point C, c'est ici, donc vous avez OC, O, c'est là, OC égale à A fois I, égale à A fois I, voilà. Et donc, A, c'est cette quantité-là, et I, bien sûr, c'est notre vecteur unitaire, et J, c'est le vecteur orthogonal unitaire à I. Donc, A, c'est exactement cosinus θ fois I. Donc, vous voyez ici que pour faire, quand on dit cosinus θi, eh bien, avec bien sûr A et B, ben A et B, ce sont les éléments, il ne faut pas croire, faut pas l'oublier, c'est que la rotation R avait pour matrice, la matrice grand A égale à AB moins BA. Hein? Donc, ce n'est pas un point quelconque ici, mais avec A et B qui sont donnés par la matrice. Hein? Et le point M, c'est le point de coordonnées A et B. Et A et B, ce sont les composantes de la première colonne de la matrice grand A de la rotation R qui a un angle θ. Hein? Donc, aussi, la définition qu'on peut donner, c'est que le réel B qui intervenait dans la matrice de la rotation R est le sinus de la rotation R. On l'appelle le sinus de la rotation R, ou encore le sinus de l'angle θ. Et notation, on notera B égale à sinus R, ou encore B égale à sinus θ. Hein? Encore B égale sinus θ. Donc, ici, vous voyez bien que cette notion de sinus, on le définit d'une manière vraiment formelle. Hein? Je répète, je considère une rotation R, je considère son angle. Et une rotation est définie par sa matrice par rapport à une base orthonormée directe. Cette matrice est indépendante du choix de la base orthonormée directe. Donc les constantes A et B sont intrinsèques, ne dépendent que de R. Je note A cosinus de R et B sinus de R. Et bien sûr, par extension, je note
je dirais que c'est aussi le cosinus de θ et que c'est le sinus de θ pour B. Donc vous voyez que les choses se posent d'une manière vraiment formelle. Alors, une interprétation géométrique aussi, si S est la projection de MAB sur l'axe DOJ, c'est-à-dire si vous avez S ici, hein, notre point S ici, alors cette quantité-là, justement, cette quantité-là, OS égale à BJ, ben, égale à sinus θJ. Donc vous remarquez que, bien sûr, le point AB, c'est le point AB, ce sont la première colonne de la matrice de R. Donc vous voyez que les choses, ça marche bien. Tout ce qu'on a posé jusqu'à présent, c'est quelque chose qui colle bien avec la réalité. Bon. Alors des exemples. Cosinus 0, c'est 1. Bien sûr, parce que le A, c'était 1. Et puis, sinus 0, c'est 0, parce que le B, pour l'angle 0, c'était la matrice 1, 0, 1, tout simplement. La matrice était 1, 0, 0, 1. Donc, A, c'est 1, et B, c'est 0. Donc, là, c'est cosinus, pardon, de 0. Et là, c'est sinus de 0. Donc, vous voyez qu'on retrouve les célèbres formules qu'on connaît. Hein. Vous allez me dire, mais vous ne nous apprenez pas grand-chose. Oui, mais quand même, on a maintenant l'intérêt qu'on définit la chose d'une manière formelle. C'est-à-dire, on sait comment les définir et donc on peut les utiliser comme on veut. Bien sûr, quitte à respecter les définitions qu'on pose. C'est ça la différence. Et il n'y a pas mieux que d'avoir une définition mathématique logique d'une chose en mathématiques. Donc là, cosinus oméga c'est moins 1, bien sûr, parce que c'est encore vient du fait que la matrice A sans petit a égale à moins 1 et sans B égale à 0, parce que c'était moins 1, 0 et 0, moins 1, donc c'était comme ça. Donc finalement, l'angle oméga, il a un cosinus égal à moins 1 et un sinus égal à 0, parce que justement, je rappelle, le A était égal, pour l'angle oméga, le A était moins 1 et le B était 0, vu la matrice que représente oméga. Aussi que si delta est l'angle droit de la rotation R définie par sa matrice 0, 1, moins 1, 0, donc j'aurai le cosinus de delta, ça sera 0, et le sinus, ça sera 1. Bien sûr, aussi, l'autre, ça sera moins, donc j'aurai le cosinus sera 0, et le sinus sera moins 1, parce que si je fais moins cette matrice, ça sera quelque chose comme 0, moins 1, 1, 0, donc l'autre angle droit, hein, ça c'est l'autre angle droit, c'est moins delta, donc le cosinus c'est 0, hein, le cosinus de moins delta c'est 0, et le cosinus et le sinus de moins delta c'est moins 1. Donc vous voyez bien ici que les angles droits, ben, il y en a un qui a un cosinus nul et un sinus égal à 1, et l'autre qui a un cosinus nul, mais un sinus égal à moins 1. Et vous savez tous qu'on a deux angles droits qui vérifient cette propriété-là, pi sur 2 et 2pi moins pi sur 2. Donc vous voyez que en fait, on retrouve ce qu'on sait déjà sur les formules de trigonométrie. Alors, autre chose, c'est que les propriétés. Et là, on a tout d'abord la propriété célèbre que tout le monde connaît, c'est-à-dire cosinus carré R plus sinus carré R égale à 1. Alors, elle vient justement parce qu'on a A égale cosinus R, B égale sinus R, et on a A carré plus B carré égale à 1. C'est-à-dire finalement cosinus carré R plus sinus carré R égale à 1. Donc, on a bien cette formule-là qui est célèbre, tout le monde la connaît. Aussi, pour les angles, la même chose. Cosinus carré θ plus sinus carré θ égale à 1. Donc, vous voyez là qu'en fait, vu les définitions qu'on a posées, on tombe sur les choses qu'on connaît déjà. Mais on a
je le répète encore, pourquoi tout ça? Pour rendre les choses beaucoup plus formelles, les rendre solides du point de vue fondement mathématique. Hein. Tout ce qu'on fait maintenant sur les angles, c'est quelque chose qu'on définit et donc qui ont une base mathématique assez solide. Alors, la matrice de R0 est de la forme, bon, bien sûr, ici, on n'a qu'à représenter, c'est cosinus R, sinus R, moins sinus R, cosinus R, et en prenant le θ, ça sera encore cosinus θ, sinus θ, moins sinus θ, cosinus θ. Ça dépend si on prend cosinus R ou cosinus θ. Alors, bien sûr, cette écriture, c'est toujours par rapport à une base orthonormée directe, hein, par rapport à une base orthonormée directe. Hein, c'est-à-dire qu'il faut faire un choix de base orthonormée directe par rapport à laquelle la matrice, justement, ne change pas. Et c'est pour cela que toutes les composantes ici, c'est le cosinus θ et le sinus θ. Donc, vous voyez bien que les choses marchent très bien. Alors ici, on a une formule aussi, c'est que cosinus R moins 1, c'est cosinus R. Alors pourquoi cosinus R moins 1, c'est cosinus R? Parce que quand vous avez une matrice A d'une certaine rotation R, c'est AB moins BA, eh bien, vous avez cosinus R moins 1, c'est A moins 1 de R, de A-1, ça sera une certaine matrice, et vous voyez bien que A-1 de R, ben, vous aurez l'inverse de A-1, et donc vous avez la formule cosinus R, ça va donner la matrice de R-1 par rapport à une base orthonormée. Hein, vous calculez A-1 et vous trouvez que le cosinus de R, c'est-à-dire le A de cette matrice, est le même que le A de cette matrice-là. Donc vous aurez cosinus R égale cosinus R-1. Je répète encore, vous avez la matrice qui représente R, elle est de cette forme. La matrice qui va représenter A-1, A-1 elle va représenter la matrice de R-1 par rapport à la même base orthonormée que ci. Hein, et vous calculez A-1 et vous trouvez que le petit a de A-1 est le même que exactement petit a ici de A, ce qui fait que cosinus R, c'est cosinus R-1. Alors aussi, le sinus R-1, alors là, il change. Autrement dit que quand vous calculez le B de A-1, vous trouvez que c'est moins B, c'est-à-dire qu'il y a un signe moins qui précède le signe P. Donc le sinus de R-1, ce n'est pas sinus R, mais moins sinus R. Et bien sûr, la première égalité signifie que cosinus moins θ égale à cosinus θ. Autrement dit que cosinus est une fonction paire de θ, et ça vous le savez. Et aussi ici que le sinus de moins θ égale à moins sinus θ. Autrement dit que la fonction sinus est impaire. Mais pour nous, maintenant, ça vient du fait que le cosinus de R-1, c'est cosinus R. Bon, et aussi que sinus R-1, c'est moins sinus R. Donc, je vous rappelle une dernière fois que pour avoir cosinus R-1 égale à cosinus R, vous prenez la matrice A qui est AB moins BA, vous calculez ça en l'inverse. Le petit a de A-1, c'est-à-dire le terme situé sur la première ligne et la première colonne, sera égal à petit a. Mais pour le sinus, pour A-1, le terme situé sur la deuxième ligne et la première colonne sera moins petit b, et donc on aura sinus de R-1 égale moins sinus de R. Donc vous voyez que ça permet de dire que sinus R-1 égale à moins sinus R et sinus moins θ égale moins sinus θ. Et ces formules, bien sûr, sont connues depuis les premières classes où on a fait la trigonométrie. Bon, alors aussi du produit AR0, ARθ fois Rθ', autrement dit, si je considère deux rotations R d'angle θ et de matrice A égale AB moins BA, et une autre rotation d'angle θ' et de matrice A', B' moins B' A', hein, alors si je fais le produit de A fois A', je vais avoir ici des composantes, hein, et donc je vais avoir ici cosinus de la somme R plus Rθ plus Rθ', etc. Et puis ici sinus de R plus Rθ', comme ça, et puis là moins sinus, et puis là de la somme Rθ plus Rθ',
et puis ici, cosinus R, R plus R θ'. Donc vous voyez que cette formule-là de produit de matrice va me donner le cosinus de R indice θ rang R indice θ' rang ici, rang ici, rang ici. C'est-à-dire finalement, il va me donner la matrice cosinus θ plus θ', sinus θ plus θ', et ici moins sinus θ plus θ', et là cosinus θ plus θ'. Et bien sûr, cette quantité-là, elle sera donnée en fonction de A et B, et donc finalement, j'aurai la formule ici. Je peux en tirer les formules, c'est-à-dire cosinus θ plus θ' égale à cosinus θ moins sinus θ sinus θ'. Et aussi pour le sinus θ plus sinus θ' égale sinus θ cosinus θ' plus sinus θ' cosinus θ. Donc, pour avoir ces formules, il suffit de faire le produit cosinus θ sinus θ moins sinus θ cosinus θ. Il faut le multiplier par cosinus θ' sinus θ' moins sinus θ' cosinus θ', et j'aurai cosinus θ plus θ', sinus θ plus θ', et puis là, moins sinus θ plus θ', et encore ici, cosinus θ plus θ'. Donc, pour retrouver cette formule, en fait, on est ramené à calculer le produit de deux matrices carrées d'ordre 2. Vous voyez bien que ce n'est pas quelque chose de difficile. Moi, j'ai toujours fait, quand les formules trigonométriques m'échappent, ben, je reviens au produit de deux matrices carrées. C'est beaucoup plus simple. Produit de deux matrices carrées, je ne l'oublie jamais. Bien. Alors, composante d'un vecteur. Alors, composante d'un vecteur, je prends V, un élément de R2 de composante XY, dans la base orthonormée IJ. Et je note U égale V divisé par sa norme. Hein? Bon, ici, vous allez me dire, alors pour diviser par la norme, je suppose quand même que V est non nul. Hein? Tout d'abord, pour pouvoir diviser par la norme de V, je prends V appartenant à R2, hein? Un vecteur non nul. Hein? Et je prends U, le vecteur V, mais divisé par sa norme. Donc, U va devenir un vecteur unitaire. Alors, je considère maintenant l'angle θ qui est égal à I, U, comme ça. Alors, je fais quand même intérêt pour rappeler, donc, je prends θ, c'est l'angle de I et U. Autrement dit, I, c'est un angle, I est un vecteur unitaire, U aussi, donc je peux considérer l'angle IU. Alors, U, c'est cosinus θ, sinus θ, et X sera norme de V fois cosinus θ, et Y sera norme de V cosinus θ. Donc vous voyez bien là que je peux exprimer X et Y en fonction de cosinus θ. Et si je fais un dessin, c'est quoi θ? Alors on a ici I, et là on a J, et là on a en fait V, mais je considère simplement U. Alors cet angle-là, c'est l'angle qui intervient ici quand je dis X égale cosinus θ fois norme de V, et Y égale sinus θ fois norme de V. Bien sûr, V est là pour coordonner X et Y. Donc vous voyez bien que quand même ce sont des formules qui sont très sympathiques, parce qu'ils donnent en général ce qu'on sait déjà. Alors, cosinus et produit scalaire, là on va définir le cosinus et le produit scalaire. Alors, comment on va dire? C'est-à-dire, tout d'abord, on donne une proposition qui dit que pour UV, élément de R2 non nul, si je note θ égale l'angle donné par les vecteurs unitaires U sur norme de U et V sur norme de V, alors le produit scalaire UV égale à U fois norme de U fois norme de V fois cosinus θ. Et cette formule, bien sûr, elle dépend de ce qui précédait quand on a considéré I et U.
aussi on donne une définition, c'est que si UV sont dans R2 non nul, l'angle maintenant, on définit l'angle de deux vecteurs quelconques non nuls. Il suffit de dire par définition que c'est l'angle de U divisé par sa norme avec V divisé par sa norme. Voilà, donc on peut même parler de l'angle de deux vecteurs non nuls qui ne sont pas nécessairement unitaires. Il suffit de rendre unitaire chacun en lui divisant par sa norme et dire voilà l'angle de UV, c'est l'angle de U sur U', V sur l'angle de U divisé par la norme de U, l'angle de U divisé par la norme de U et V divisé par la norme de V. Bien. Alors, proposition, soit A, B, C, D, 4 points du plan affine E2 rapportés au repère orthonormé R, O, I, J. Alors, on a cette formule, c'est que quand vous prenez le produit scalaire A, B, C, D, ben c'est la norme de AB fois la norme de CD fois le cosinus des angles A, B, C, D. Cosinus maintenant qu'on sait définir pour deux angles différents. Pour deux vecteurs quelconques, mais surtout non nuls. Alors, maintenant, on termine par sinus et déterminant. Alors, proposition, toujours, c'est UV appartenant à R de non nul. Si θ est l'angle formé par U divisé par norme de U et V divisé par norme de V, alors déterminant de UV égale à norme de U fois norme de V fois sinus θ. Et vous remarquez ici que, comme pour le cosinus, on peut lier le sinus, la norme et le déterminant. Avant, on a lié le cosinus, la norme et le produit scalaire. Maintenant, on lie le sinus, la norme et le déterminant. Et bien sûr, on a la chose suivante, c'est qu'on a cette proposition qui est très intéressante, c'est que UV, deux vecteurs non nuls de R2, θ, l'angle que forment U et V, enfin U et V normalisés, c'est-à-dire divisés chacun par sa norme, alors on dira que UV est libre si seulement si sinus θ est non nul. Ben justement, parce que quand deux vecteurs ne sont pas libres, alors ça veut dire que l'un est aplati sur l'autre, hein, tout simplement. Ben, ça veut dire que leur angle est zéro, ça veut dire que le sinus de leur angle est zéro. Voilà, par exemple. Alors on dira aussi que la connaissance de cosinus θA que la connaissance de cosinus θ égale à A et sinus θ égale à B avec A carré, B carré égale à 1 détermine d'une manière unique l'angle θ et la rotation R de la matrice A, de matrice A égale AB moins BA. Donc, vous voyez ici que pour calculer cet angle, ben, pour calculer l'angle UV, on pose U égale à XI plus YJ et V égale à X' I plus Y'J. Alors on a cosinus de l'angle formé par U et V, c'est XX' plus YY' sur racine carrée de X2 plus Y2 multiplié par racine carrée de X' au carré plus Y' au carré. De même pour le sinus, on a sinus de UV égale x moins xy' moins yx' sur racine carrée de x2 plus y2, racine carrée de x' carré plus y' carré. Et vous remarquez que ces deux formules, en connaissant cosinus de UV, sinus UV, on peut déterminer complètement l'angle UV. Donc voilà ce que je veux dire par cette chose-là. Là, ça nous permet d'avoir la valeur de cosinus de UV et sinus UV, et par conséquent, on a l'angle UV déterminé, bien sûr, à modulo 2π toujours. Alors, on va terminer ce paragraphe, cette leçon, par l'équation normale d'une droite. Alors voilà, dans E2, rapporté à un repère orthonormé O et J, on prend une matrice, une droite d'équation EX plus VY plus H égale à 0, avec n, un vecteur unitaire orthogonal à I, on le choisit comme ça, et θ le vecteur que fait, l'angle plutôt que fait I avec n. Alors, si je note, on a justement n égale à cosinus θ I plus sinus θ J, soit H égale à D inter DO n, c'est-à-dire la droite qui passe par O et de vecteur directeur n. Alors on a OH égale à Pn, et on peut dire que le point M de coordonnées XY appartient à D si seulement si n scalaire OM égale à P, c'est-à-dire que x cosinus θ plus y sinus θ moins P égale à 0. Vous remarquez aussi ici que cette équation-là, c'est une équation normale parce que cosinus carré θ plus sinus carré θ égale à 1. Il est toujours intéressant de travailler avec une équation normale pour une équation. C'est ce qu'on appelle cette équation de cette forme, on l'appelle l'équation de l'aire de la droite T.